Merci. Alors l'improbable, l'invisible, ça va se nicher dans des choses très prosaïques de la vie quotidienne, comme manger. Et pour commencer, je vais vous raconter une petite histoire authentique. C'est un prof d'université qui est d'origine algérienne. Et un jour, il a une conversation avec son père. Et le père lui révèle un secret de famille. Il lui dit, voilà, avant ta mère, il y a eu une autre femme dans ma vie. Alors, le fils dit, mais enfin, pourquoi ça n'a pas marché En général, ce n'était pas très courant. Ah, il dit, ben voilà, il y a eu un problème, c'est que le père de la future mariée m'a vu un jour sur la place du village, j'étais tout seul, j'étais debout et je mangeais. Et il s'est dit, je ne peux pas donner ma fille à un type qui se conduit comme ça. Manger seul, en public, dans beaucoup de cultures, c'est quelque chose qui ne marche pas. Devant un auditoire plus vieux que vous, cette histoire fait rire. Les gens comprennent. Vous n'avez pas compris. Et c'est un test, c'est presque un test. Pourquoi? Parce que dans la plupart des cultures, en tout cas dans beaucoup de cultures encore, on mange ensemble ou en groupe. Je ne dis pas que tout le monde mange ensemble, mais disons que il y a une hiérarchie, il y a de l'ordre, quelquefois le patriarche mange tout seul, quelquefois les femmes ne s'asseyent pas, mais en général c'est une affaire collective. Et pourquoi c'est une affaire collective? Parce que c'est une affaire de partage, de distribution, de hiérarchie, etc. Ça c'est un déjeuner, ou disons un repas du milieu de journée à Dakar. Alors on mange avec la main droite. Contrairement à ce qui peut nous paraître ici, c'est extrêmement. Il y a des manières de table extrêmement précises. On ne va pas aller piocher de l'autre côté du plat. On va pousser les meilleurs morceaux vers les anciens, vers ceux qui ont du prestige. Et on ne va pas trop se dépêcher. On ne va pas manger plus que les autres, plus vite que les autres. Même chose ici, sauf qu'on a des cuillères. Ça, c'est en Kabylie. Autour du feu. Évidemment, la forme, le cercle, c'est très important. Le cercle, ça veut dire que tout le monde est égal. Les chevaliers de la table ronde ont choisi la forme ronde, so that none should prevail, pour que nul n'ait la prééminence. D'ailleurs, vous voyez, il faut un siège spécial pour que le roi soit reconnaissable et que sa présence soit manifeste. Et puis évidemment, quand on commence à mettre des formes rectangulaires ou allongées, là se pose le problème de la place, la hiérarchie, n'est-ce pas? Est-ce que c'est le haut bout de chaque côté? Vous savez, quand on va au restaurant, qu'on met quelqu'un au bout, on dit tu présides? Ou est-ce que c'est le milieu de la table? Surtout quand il y a un peintre ou un photographe pour immortaliser, on ne peut pas avoir des gens de dos, n'est-ce pas? Et ça, c'est apparemment assez universel, cette affaire. Ça, c'est au Japon. Ça, c'est un bon déjeuner de conseil d'administration français. Ça, c'est déjà nettement encore plus formel. C'est comme ça qu'on se représente la cuisine française, d'ailleurs, à l'étranger. D'où la difficulté de vendre du fast-food français. Et justement, à propos de fast-food, l'histoire du type qui mange debout et qui est mal vu, ben, c'est pas si étranger à la France que ça. La preuve, c'est dans les années 80, je vais vous montrer un petit film publicitaire fait par Étienne Chatillier, La vie est un long fleuve tranquille, pour une marque de fast-food française qui n'a pas eu beaucoup de succès pendant très longtemps, parce qu'elle a disparu, mais qui en dit long. Voilà ce qui se passe dans ce fast-food tel qu'il est représenté dans ce film. Cet homme est dans un fast-food. Il mange debout. Pourquoi? Parce que s'il s'assoit, ce sont ses genoux qui mangent à sa place. C'est intelligent. Alors il mange debout. Ben évidemment. Et debout? Non, pas 100 balles. Debout, il donne à manger à ses pieds. Et vous trouvez ça drôle? Oui. Observons maintenant un Freetimer. Il mange assis. Pourquoi? Parce que chez Freetime, il y a des fauteuils pour les fesses et des plantes pour les yeux. Moi, c'est Natacha. Et vous? Et des bagues pour que la viande, la salade, les tomates, les oignons restent bien dans leur petit pain. Résultat, le Freetimer mange tranquillement, tandis que l'autre donne déjà à manger à son teinturier. My teinturier is rich. Freetime, Long Burger Restaurant. Donc vous voyez, manger debout, c'était une caractéristique perçue des fast-food à leur début. D'ailleurs, ça n'est plus tellement présent. Et le fast-food a très très bien réussi en France,
mais il a réussi d'une certaine manière en s'ajustant aux caractéristiques locales. Par exemple, le chiffre d'affaires des grandes marques de fast-food, c'est 80% du business aux heures des repas et en particulier au déjeuner. C'est pas comme aux États-Unis où on arrive à 10h du matin, on prend un hamburger et on le mange dans sa voiture. Il y a beaucoup plus un usage. Un de mes collègues, Jean-Pierre Corbeau, a écrit un papier qui est sur Internet sur Quick, un restaurant Quick, qui dit la seule chose qui est rapide dans les fast-foods, c'est le service. Sinon, c'est très souvent utilisé par les Français comme un restaurant. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme stigmate qui s'attache au fait de manger seul? Ça, c'est à Dakar encore. Il y a ce qu'on appelle les gargotes à Dakar. Ça a mauvaise réputation. Pourquoi? Parce que ça permet d'échapper à l'obligation collective du repas de midi. Et les hommes qui vont dans les gargotes, ils aiment bien y aller tout seuls. Et les gargotes ont une réputation sulfureuse. On dit qu'il se passe des tas de choses, on ne voit pas à l'intérieur. Il y a des dames. Et les hommes y vont tout seuls. Et si quelqu'un mange à l'écart du groupe, ne participe pas au repas collectif, comme mensale dans le jargon, la commensalité, c'est probablement qu'il y a quelque chose à cacher. Soit il mange plus que sa part, il a dérobé quelque chose, soit il a quelque chose qu'il ne veut pas partager, soit pire encore, il a peut-être, je sais pas, peut-être des histoires de mauvais œil, de sorts jetés, qui sait d'empoisonnement. Et on se méfie quelquefois justement de ces conduites un peu alternatives. Manger tout seul, dans une cantine scolaire par exemple, c'est le signe qu'il y a quelque chose qui ne va pas très bien. D'ailleurs, on mange, un petit enfant là en question, il mange en 8 minutes, alors que tous ses copains mangent entre 15 et 20 minutes. Il a envie que ça se termine rapidement. Et là, moi j'ai fait cette photo dans une chaîne à Paris, et j'ai vu ce type 2 fois en 2 semaines, et à chaque fois il mangeait tout seul, devant son ordinateur, il regardait des vieilles séquences de Casimir entre les plats, et pendant les plats, il regardait autre chose, mais je ne me souviens plus quoi. Mais enfin, il avait un rituel à lui. Ça semblait représenter tout ce qu'il y avait de plus critiquable ou critiqué, je ne sais pas, dans la modernité alimentaire. Mais il y a une chose que je vais vous faire remarquer, c'est que vous voyez, il a le vin, il a le pain, il a l'assiette, la salade, il a déjà mangé le hors-d'œuvre, le steak et les frites, et il va probablement prendre un dessert. C'est-à-dire qu'il fait la séquence du repas à la française, impeccable. C'est une sorte de dîner structuré à la française, et c'est très différent de ça, par exemple. Ça, où certes on s'isole parce que dans la voiture, on est dans une bulle, dans un espace privé, mais on peut conduire en même temps, ça se fait beaucoup, les enquêtes nous le montrent, et c'est d'une nature radicalement différente que ce déroulé précédent. Alors, où je veux en venir ? Ça, c'est Thanksgiving dans les années 40 sur une peinture, une illustration du grand illustrateur américain Norman Rockwell. Ça sert à la propagande de guerre. Ça vaut la peine de se battre pour. Nous sommes protégés du besoin, etc. Et la dinde réjouit tout le monde attend, on pose la dinde au milieu, et c'est la fête. Et quelques 60 ou 70 ans plus tard, dans le New Yorker, on nous dit, voilà, le dernier Thanksgiving. Pourquoi c'est le dernier Thanksgiving ? Il n'y a pas de dinde au milieu, parce que tout le monde a un problème alimentaire. La première est strictement cachère, l'autre fait un régime sans, l'autre est un traditionniste fanatique, macrobiote, végan, végétarien, intolérant au lactose, ne mange pas de sel, etc., etc. C'est-à-dire qu'en somme, ce qui rassemblait les gens les divise. Ou en tout cas, chaque individu réclame son autonomie et sa liberté, et après tout, pourquoi pas. Alors ça, on l'a traité, je me fais de la pub au passage, on a ce bouquin qui va sortir, on a fait une grande réunion, on a discuté de toutes ces questions-là, à la fois avec les médecins pour les allergies, le gluten, enfin tout ce que vous voulez, et les sociologues, les anthropologues, les psychologues, les chercheurs, pour essayer de comprendre ce que c'était que ce grand mouvement vers une individualisation, et que là où quelqu'un qui mangeait seul, debout, ne pouvait pas avoir droit à épouser la fiancée de ses rêves, enfin pas là, mais dans un autre pays, dans une autre culture, mais évidemment les choses ont beaucoup changé. On revendique maintenant de manger différemment des autres, comme si c'était une des règles fondamentales de l'hospitalité ou de la collectivité. Alors, on a quelque chose en France, il y a d'autres orateurs avant qui ont parlé de Montaigne, et Montaigne il dit quelque part dans les essais, je dis comme Épicure qu'il ne faut pas tant regarder ce qu'on mange qu'avec qui on mange. Donc la question des convives, de la commensalité est absolument
fondamentale pour les Français. Et est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui? Alors certes, dès que je prononce le mot commensalité devant un public français, à la différence d'autres cultures, on me renvoie tout de suite convivialité. Convivial, mais la commensalité, c'est tout ce que vous voulez, mais pas forcément convivial. Ça peut être très ennuyeux. Enfin, des gens de ma génération se souviennent avec une certaine terreur des déjeuners du dimanche, qui duraient 3 heures, on n'avait pas le droit de parler, où il fallait manger tout ce qu'on avait dans son assiette, ou en tout cas accepter de manger de tout. Et on n'avait pas le droit de se lever avant qu'on nous ait donné la permission. C'était très très ennuyeux. Et c'était très très hiérarchique, très formel. Et pas si festif que ça finalement. Alors, il y a quand même quelque chose qui reste fondamentalement différent des autres pays, beaucoup d'autres cultures en France. Et ce graphique est un petit peu flou. C'est pas très grave. Vous voyez 3 pics en bleu foncé, ça c'est les Français, c'est des repas. En bas vous avez les heures de la journée et le nombre d'occasions. C'est des enquêtes d'emploi du temps faites par les instituts nationaux statistiques. Et ça montre quoi? En gros, ce que ça montre, c'est le pic du milieu, c'est le repas de midi. Ça veut dire qu'à 13h, n'importe quel jour de la semaine, vous avez la moitié des Français qui sont en train de manger. Et s'il y a la moitié des Français qui sont en train de manger à la même heure, je suis prêt à parier qu'il y en a quand même pas mal qui sont en train de manger ensemble. En rouge, ce sont les Américains, chiffre équivalent. Vous voyez qu'il y a à peine 2 petits pics là qui apparaissent, et puis il doit bien y avoir des occasions alimentaires qui disparaissent dans l'enquête, parce que sinon je ne comprends pas comment les Américains pourraient avoir 3 fois plus d'obésité que nous. 2 ou 3 fois plus, même 3 fois plus. Donc ça, ces heures de repas très strictes, ça nous différencie de tous les autres, c'est très robuste, on retrouve ça dans toutes les enquêtes. Et puis ça ne bouge pas tellement, parce que depuis 82, là, on a vu qu'il y a une toute petite baisse. Autre dimension, le temps passé à manger quotidiennement. Voilà. Vous voyez tout à fait en haut à droite, la France. Combien? 135 minutes par jour. Et ça a plutôt augmenté dans les dernières enquêtes, curieusement. Pourquoi curieusement? Parce que dans tous les pays, le temps consacré à la préparation des aliments a diminué, et le temps consacré à la consommation des aliments a diminué aussi. En France, la préparation a diminué, mais la consommation, moins. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a? On a le Mexique, le Canada, les États-Unis, qui, comme par hasard, et là je pousse un peu dans les interrogations qui sont les nôtres, sont les pays, le Mexique et les États-Unis en particulier, qui ont le plus fort taux d'obésité sur la planète. Alors, la question c'est, des gens qui consomment en matière alimentaire sur un pattern, sur un modèle à la française, est-ce qu'ils auraient un bénéfice quelconque de ce côté-là sur le plan santé? Voilà une question qui nous agite et qui nous intéresse. Ben, il semble bien qu'il y ait quelque chose de cet ordre-là, peut-être, qui vaille la peine d'être exploré. Voilà par exemple l'augmentation moyenne de l'indice de masse corporelle, l'index de masse corporelle, Body Mass Index, qui permet d'évaluer la corpulence, surpoids, obésité, etc. depuis 1980. C'est des gens qui ont fait une méta-analyse. Une méta-analyse, c'est-à-dire que vous prenez toutes les données existantes et vous vous débrouillez pour les rendre à peu près compatibles et vous regardez à peu près ce que ça donne. Vous voyez que les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Australie, ils ont tous eu une augmentation d'environ 1 point de BMI depuis 1980. Il y a 3 pays qui s'en tirent mieux, beaucoup mieux. Il y en a 4 en réalité, mais j'ai enlevé du tableau le sultanat de Brunei parce que je ne savais pas trop quoi en faire. Suisse, Italie, France en particulier, disons que ça n'a augmenté que de 0,4 ou 0,3. On ne s'est pas beaucoup interrogé là-dessus. Vous savez, vous êtes sûrement comme moi, vous entendez tous les jours des messages alarmistes qui nous disent « Attention, nous allons devenir obèses ». J'ai plus de chronomètre, hein. Ça veut dire que je continue tant que je veux ou que je m'arrête? Ah, bien, on verra. Alors, la question qui se pose, finalement, comment se fait-il qu'on n'ait pas regardé ça de plus près, compris pourquoi nous, en France, on a finalement connu une augmentation de l'obésité comme tous les autres, mais moins que les autres. Et ce moins que les autres, moi, ça me passionne. Je voudrais savoir pourquoi les Japonais,
qui sont quand même un pays très développé, même si on les appelle occidentaux, c'est un peu exagéré, les Français, un petit peu les Italiens, etc., les Suisses ou certains Suisses, ont connu jusqu'à présent une augmentation du taux d'obésité moindre que les autres. Est-ce que ça a un rapport avec les facteurs sociaux, les manières de manger, les interactions autour des repas, la structure des repas, de la prise alimentaire quotidienne, etc. C'est quand même extraordinaire que la nutrition, la science de la discipline médicale de la nutrition, qui est quand même encore jeune, enfin, ne se soit pas rendu compte que ce qui fait que nous mangeons ce que nous mangeons comme nous mangeons, c'est pas seulement que nous sommes des individus qui faisons des choix tous les jours, de dire on va manger ceci, cela, armés de notre calculette, de notre ordinateur, de l'étiquetage informatif, des recommended daily allowances de ceci ou de cela sur les aliments, etc. Hypothétiquement, c'est ça qu'on est censé faire. On est censé manger seul, prendre des décisions, faire des choix sains, et donc éradiquer de cette manière-là la malbouffe chère à Joël de Ronet, qui est tellement mise en cause quotidiennement. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche, puisqu'on ne mange pas seul. Ou en tout cas, là où on ne mange pas encore aussi seul qu'ailleurs, il semble qu'il y ait un petit peu d'espoir. Ce qui s'est passé, c'est que la nutrition, elle a fait un peu comme l'économie. C'est-à-dire que l'économie, qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit qu'il y a des agents économiques qui sont des individus, il y a l'État, et entre les deux, il n'y a rien. Il n'y a pas de famille, il n'y a pas d'institution, il y a un peu les entreprises, mais enfin le grand problème, pour eux, c'est l'État et l'individu. Et l'individu est considéré comme une espèce d'atome social, d'un atome qui fait des choix, il a des préférences qui sont censées être stables, et il essaye de maximiser son utilité. C'est le jargon, c'est-à-dire en fait de choisir toujours ce qui va lui apporter la satisfaction la plus importante, en tout cas sur le plan probabiliste. Donc la question, c'est un choix. Est-ce que c'est un choix rationnel? Et en nutrition, on fait exactement comme si c'était la même chose. On dit, il y a des individus, ils vont regarder ce qui est offert, ils vont faire des choix, ils ont des préférences stables. Or, nous savons que les préférences ne sont pas stables. À un repas, vous allez voir quelqu'un manger quelque chose à côté de vous, vous allez avoir envie de manger ce quelque chose, ou bien vous allez partager ce quelque chose. Enfin bref, nous ne sommes pas des agents économiques rationnels qui faisons des choix à partir de préférences stables et constantes. Donc, la tactique qui a été utilisée jusqu'à présent, qui a été informer les individus pour qu'ils fassent les bons choix, qu'est-ce qu'elle a donné comme résultat? Il y a un pays où depuis une centaine d'années, on fait cette approche-là. Il s'appelle les États-Unis. Et ils sont les leaders mondiaux sur l'obésité. Donc, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça a mal marché. Le pire, c'est que c'est peut-être une partie de la cause du problème. Et donc, il faut maintenant, c'est notre programme pour la nutrition. La nutrition doit être sociale et il faut que nous partions du contexte, le contexte de l'acte alimentaire, parce que c'est plus facile de changer le contexte, quelquefois, de changer ce qu'il y a dans les têtes et d'obtenir du comportement. Voilà. Ce que je propose, c'est de regarder le mangeur tel qu'il est et non pas tel qu'il devrait être, de regarder le contexte et de se dire finalement, quelquefois, il est plus facile de changer le monde que de changer ce que nous avons dans la tête. Merci.